Bonjour à tous. On était avant à l'INRA et puis on a créé un laboratoire de conseil auprès des agriculteurs et surtout des vignerons. Et nos chemins ont fait que on a été demandé par un vigneron, par quelqu'un dans la région de Cahors, pour installer une vigne, un vignoble. Donc quand on est arrivé ici, on a été stupéfait, étonné de la qualité des terroirs de Cahors, enfin à l'endroit où on travaillait pour ce client. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est quand même étonnant. Donc on a prospecté dans la région et on s'est dit, mais cette région a de l'or sous les pieds. On a cherché, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il a fallu qu'on trouve des terrains. Et on a décidé de se lancer dans une aventure assez difficile parce que bon, on est partagé entre notre conseil à travers l'Europe et même dans le monde parce qu'on a travaillé pratiquement sur tous les terroirs sauf en Amérique du Sud et en Argentine. Hélas, j'espère qu'un jour nous irons. Et donc on a un projet, on est en train d'implanter une vigne sur un coteau de Cahors. Donc on va vous présenter, nous, notre vision des terroirs, l'importance des sols, qu'on a, hélas, un peu trop oubliés, on les a un petit peu trop laissés pour compte, par rapport à une œnologie qui a fait énormément de progrès pour les vins, puisque bon, l'œnologie est beaucoup plus propre, il y a eu énormément de choses de fait. Mais hélas, on a beaucoup laissé pour compte les sols, et les sols ont été pour beaucoup dégradés. Donc on va vous parler un petit peu de l'importance, pourquoi les sols sont si importants pour donner une typicité, une complexité au vin. L'historique du terroir, les terroirs ne se sont pas trouvés comme ça aussi facilement, parce qu'au départ, bon, vu le climat, vu le fait que les vignerons n'avaient pas les produits que nous avons à l'heure actuelle pour lutter contre les maladies, souvent les vins, on faisait qu'une fois tous les 4 ans, voire en fonction... on arrivait à faire du vin. Très souvent, c'était soit déclaré, parce que les raisins n'étant pas mûrs, eh ben, on n'avait pas de couleur, soit l'œnologie n'allant pas très bien, eh ben, on faisait du vinaigre. Donc seules les zones à terroir, les zones où en fait le sol, l'importance du sol, du climat, de l'ensemble, permettaient de faire un terroir. Et très vite, en fait, les moines et l'aristocratie s'est emparés de ces terres pour pouvoir, ont compris que c'était là où on pouvait faire quasiment tous les ans du vin. Donc grâce, pour les moines, au temps qu'ils avaient, et puis les aristocrates aussi les moyens, en fait, eux aussi ont de plus en plus amélioré les vins, le travail. Les terroirs aussi se sont énormément implantés grâce aux voies de communication. Donc, il y avait même un vignoble près de Joigny qui remontait grâce à la Seine. Bon, il y a certains vignobles qui ont été abandonnés parce que, trop loin. Mais c'est vrai que les voies de communication ont énormément permis de développer les vins. Et Cahors était une particularité aussi, puisque c'était le Lot qui permettait de descendre le vin de Cahors jusqu'à Bordeaux, jusqu'à l'Atlantique, et puis aller même, puisque Cahors, on a retrouvé des vins de Cahors, on retrouve du vin de Cahors jusqu'en Russie. Ça partait jusqu'en Russie. Merci. Alors là, j'ai fait une petite, vous voyez, elle n'est pas très nette. C'était pour montrer tous les endroits où on a un petit peu fait des analyses sur Cahors pour expliquer tout à l'heure l'importance des sols. Donc on était près de 13 pouces, on a été à Albas. 13 pouces, c'était les plateaux. Albas, c'était le coteau. Et puis après, on a fait première, deuxième et troisième terrasse et les éboulis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un terroir ? Alors, le terroir est une complexité. La première chose, on va prendre le sol, qui est pour nous, je vais dire, et on pourrait comparer donc la première chose, c'est un climat. On peut, avant, on ne le modifiait pas. À l'heure actuelle, avec le changement climatique,
l'augmentation de chaleur, la perte et la sécheresse, eh bien c'est vrai que c'est de plus en plus difficile et on est de plus en plus amené, il y a des gens qui se posent la question de se dire certains cépages ont du mal à mûrir et ont du mal à mourir. La topographie, donc ça on peut l'améliorer, hein. On voit qu'on peut faire beaucoup de gens ont fait des terrasses parce que tu m'as coupé. Il vaut mieux qu'un vignoble soit en pente, hein, parce que la pente va permettre de drainer l'eau. Et quand on n'est pas en pente, c'est souvent le sol qui va être plus riche en graves. Par exemple, à Cahors, on va avoir les terrasses. Et grâce à ces graves, en fait, on va avoir un bon drainage de l'eau. L'eau ne va pas stagner, puisque la vigne a horreur de se trouver avec de l'eau. Donc, il faut qu'on ait une évacuation d'eau. Il faut savoir qu'un sol qui est humide met 7 fois plus de temps à se réchauffer qu'un sol qui est sec. Donc, quand on a un sol qui est rempli d'eau, eh bien, pour la vigne, ça va énormément reculer la maturité du vin. Une géologie, les hommes, on n'a pas le choix, hein. Là, quand on est sur un endroit, eh ben, on est obligé d'avoir ces roches. Donc, il faut savoir qu'en géologie, les roches métamorphiques, ça représente 90% des roches. Les roches calcaires ne représentent que 7% des roches du monde. Et les roches éruptives, 3%. Là, je vous montre une photo. On a travaillé sur le Kaiserstuhle, qui est un volcan unique au monde, parce que c'est un volcan qui est calcaire. Donc on a un très très grand terroir au Kaiserstuhle, puisqu'en fait, en plus, cette roche éruptive est calcaire. Il faut savoir que, surtout pour les rouges, quand on a du calcaire, on va avoir beaucoup plus de complexité. Donc les roches calcaires sont extrêmement importantes pour faire surtout des vins rouges. Alors le sol, l'homme peut soit le gérer, soit l'éroder. Et donc là, il y a un vrai travail par rapport à bien gérer son sol. Alors tout ça, c'est mis en valeur, ça va être mis en valeur par le viticulteur qui va choisir son cépage, la vigne. Donc, en fonction du terroir, il va choisir certains cépages. Il va aussi choisir la densité. Il faut savoir que la densité est très liée au type de sol que vous avez. Si vous avez un sol qui va être très profond, en fait, on aura une densité beaucoup plus basse, puisque le sol va être très fertile, donc on ne fera pas de haute densité. Donc, on voit qu'autrefois, les densités étaient beaucoup plus fortes que maintenant, hein. Là, je vous montre les densités au XIXe siècle. Donc, la Romanée-Conti était plantée à 24 000 pieds hectares. La Champagne était plantée à 50 000 pieds hectares, donc en foule. Donc, et le Sauterne était à 10 000 pieds hectares. Avec la mécanisation, il faut se dire que toutes ces époques-là, c'était souvent soit les moines, donc en fait la notion de temps, de paiement, on ne comptait pas là-dessus. Pareil en Champagne. Et petit à petit, quand en fait il a fallu payer les gens, il a fallu mécaniser, eh bien à ce moment-là, on n'a plus fait des vignes en foule, on les a palissées, on les a mis en rang. Donc la Bourgogne, en Romanée-Conti, on est à 10 000 pieds hectares. En Bourgogne, on est à 10 000 pieds hectares. En Champagne aussi. Et dans le sud, on a fait des densités beaucoup plus faibles, à 4 000 pieds hectares. Mais c'est vrai que la densité est très importante en fonction du type de sol qu'on va avoir. La taille, pareil, la taille, elle est fonction du climat. Et on voit que les vignerons ont choisi des tailles en fonction du lieu. Là, il y a une taille qui est très, très particulière. En haut, à gauche, c'est une taille à Santorin. Et on peut se demander pourquoi les hommes ont fait ces tailles en nid d'oiseaux, hein, elles sont au ras du sol. Eh bien, en fait, l'endroit ici, à Santorin, c'est de la pierre ponce, il ne pleut jamais. Donc les vignes sont très très près du sol parce qu'en fait, dans la nuit, les embruns de la mer vont donner une humidité. La pierre ponce va se gorger de cette humidité, la conserver pratiquement toute la journée.
Donc en fait, les raisins vont garder cette humidité. Et en plus, cette taille en nid, les raisins, la façon dont ils taillent, les raisins sont mis à l'intérieur. Donc en fait, ils souffrent moins aussi des vents salins. Bon, on voit dans la photo en bas à droite, eh bien là, c'est des tailles qui ont été faites surtout dans les pays du Nouveau Monde. C'est une photo de Nouvelle-Zélande. Et là, en fait, ils ont monté des tailles, ce qu'on appelle les Smart Dyson, avec énormément de feuillage pour avoir plus de sucre, plus d'alcool et plus de rendement. Mais il faut savoir aussi qu'autrefois, après on n'a pas lissé la vigne, mais autrefois, surtout en Europe et en France, eh bien les vignes étaient toutes montées, étaient en gobelet avec un échalas. Le palissage est arrivé beaucoup plus tard pour une facilité de mécanisation, puisqu'en fait, quand on est en gobelet, eh bien on ne peut pas passer l'intercept, donc c'est un travail à la main, et on a donc abandonné ce palissage. Le porte-greffe, pareil, encore plus important, puisque suite au phylloxéra, on a été obligé d'utiliser des porte-greffes américains. Et en fonction de la qualité du type de vin qu'on va vouloir faire, on va choisir des porte-greffes qualitatifs, donc qui donneront moins de rendement, ou d'autres quantitatifs. Et on voit, là, on a des photos d'enracinement de porte-greffes. La photo à gauche, c'est un SO4, et les deux autres photos, c'est du Riparia. Donc on voit que le SO4 explore parfaitement le terrain, mais il a nos travaux ont montré ceci, c'est qu'en fait, on a une multitude de racines, et ces racines vont en fait vont pouvoir prendre la fertilisation, gorger très vite les raisins, donc donner beaucoup plus de rendement. Alors que les deux autres, là, le Riparia, sont des grosses racines, comme des gros tuyaux, qui vont rentrer beaucoup plus profond dans la terre et qui, en fait, gorgeront moins les raisins d'eau, parce que ces multitudes de petites racines du SO4, dès qu'il va pleuvoir, en fait, vont donner énormément d'eau aux raisins. Alors, cette double complexité produit un raisin, et le vigneron va avoir cette grande importance. C'est grâce à ça, en fait, il apportera tous les soins pour faire un vin. Et sa cave va être aussi très, très importante. Souvent, les caves sont faites, on l'a vu, sont faites avec des calcaires ou avec les pierres de leur région. On a été appelé, juste pour une petite anecdote, on était dans le Jura pour du vin jaune, et le propriétaire a voulu agrandir sa cave. Et comme il trouvait que la pierre, les marnes de Jura n'étaient pas belles, il a décidé, c'est quelqu'un de la région de Bourgogne, il a dit je vais faire une cave en Comblanchien, ça va quand même être beaucoup plus beau. Il a donc allongé sa cave, il n'a jamais pu faire de vin jaune dans la partie calcaire. Donc l'importance du lieu, il n'a jamais pu, c'est devenu un stockage. Donc en fait, et on voyait l'ancrage de la zone calcaire, et avec les marnes, eh bien en fait les moisissures, l'ambiance de cave s'arrêtait, dessinait parfaitement le dessin du raccord. Donc on voit l'importance aussi du lieu de la cave. Tout est important. Et pour moi, je prends une image, c'est qu'en fait un terroir, c'est en fait c'est un trépied, c'est comme un instrument de musique. Le sol, c'est la partition du vigneron. Le végétal, le cépage, le type de porte-greffe, c'est en fait l'instrument. Et l'homme va être celui qui est l'interprète. Et on ne peut pas dissocier les trois. S'il y en a un qui n'est pas bien, on ne pourra jamais faire un grand vin. Donc tout ça va permettre de faire un vin de terroir. Alors, ce qui est important pour avoir une bonne exploration des racines dans un sol de vigne, il faut absolument que la structure du sol soit fissurée.
Donc là, je vous montre 3 exemples de sols très, très fissurés. Ça, c'est à gauche, on est sur les roches calcaires fissurées de Bourgogne. Les graves, en fait, c'est pas la roche qui est fissurée, mais les graves, en fait, ces gros galets vont permettre de drainer, de faire passer les vignes, les racines de vignes, et en fait, le terroir est en dessous, c'est l'argile. L'argile étant une roche sédimentaire, et c'est là qu'on trouve le terroir dans les graves. C'est pas du tout les graves qui vont donner la typicité ou la complexité du vin, parce que les graves ne permettent que de drainer, en fait, et de permettre aux racines de descendre. Et puis les schistes qui sont extrêmement fissurés. Donc une chose aussi qui est très importante, c'est la texture. Alors la texture, la première chose, la granulométrie, on ne la choisit pas, hein, puisqu'en fait la granulométrie, c'est le pourcentage de sable, de limon et d'argile. Mais dans notre laboratoire, moi, j'ai fait une étude sur une chose qui m'a interpellée au démarrage, c'est qu'en Bourgogne, les sols, on dit que c'est les sols merveilleux, effectivement, parce qu'ils ont ils ont à peu près une bonne unité, 33% de sable, 33% de limon, 33% d'argile. Donc pour beaucoup de gens, c'est vrai que eh bien, ça draine bien, il y a un bon équilibre. Mais à force de faire, dans notre laboratoire, on travaille sur la surface interne des argiles. Alors c'est un petit peu compliqué, il faut prendre les argiles, c'est comme si c'était un livre. Et les argiles sont constituées en feuillets. Donc les feuillets du livre, plus vous avez de feuillets du livre, plus eh bien, on aura de surface interne dans des argiles et on peut avoir des argiles à plus faible surface interne. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur ces surfaces internes des argiles, voilà, vous voyez les argiles, c'est des photos d'argile, de feuillets d'argile. Donc ça, c'est une argile à grande surface interne. Et ici, à droite, vous avez une argile qui est à faible surface interne. Et j'ai montré que quand on avait de fortes surfaces internes, on avait tendance à avoir des vins rouges, enfin des cépages rouges, et quand on avait des faibles surfaces internes, on avait des vins blancs. Donc j'ai travaillé pour confirmer ça sur les grands crus de Bourgogne. Et vous voyez, grâce à cet index de classification, on classe parfaitement les rouges et parfaitement les grands crus blancs. Donc en fait, on a ça en Bourgogne, c'était simple, puisqu'on ne travaillait que sur le pinot noir. Je travaillais que sur le pinot noir. Au niveau de la géologie, on est sur le bajocien et le bâtonien. Donc au niveau de la géologie, on ne pouvait pas critiquer que c'était différent. En plus, en Bourgogne, donc pinot noir, chardonnay, le climat est à peu près pareil. Bon, il n'y a pas de différence. Par contre, les argiles sont très très différentes et on a pu classer ces vins rouges. Donc après, j'ai travaillé sur d'autres régions, la Champagne, Bordeaux, et on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on a des faibles surfaces internes, les vignerons, les hommes ont mis des vins blancs, des cépages blancs, et quand on a des fortes surfaces internes, les hommes ont mis des vins rouges. Donc je pense qu'à l'époque, ils ne le savaient pas. En Bourgogne, ils ont dû goûter, puisque quand on voit la zone qui est faite avec du vin blanc, c'est en Côte de Beaune, et c'est dans l'étage le plus haut du Jurassique, on est sur du Quiméridien, et c'est là qu'on a fait du vin blanc. À Chablis, on fait du vin blanc, et c'est du Quiméridien, alors que dans la Côte de Nuit, on est plus dans le bajocien. Donc, ce qui prouve bien que les vignerons devaient goûter et se rendre compte qu'il n'y avait pas assez de qualité ou de texture dans les zones à blanc, parce qu'on peut faire un bon vin blanc sur un sol à rouge, mais on ne pourra pas, avec nos études, on n'a jamais trouvé que l'on pouvait faire un bon vin rouge sur un sol à blanc. Je vais te laisser la place. On va accélérer peut-être un petit peu. Alors, au niveau chimique, le sol est lié à sa géologie. Grosso modo, les roches acides, qui sont les roches majoritaires du monde,
conviennent plutôt au vin blanc. Il y a très peu de grands rouges sur des roches acides. Les roches calcaires, par contre, font les plus grands vins rouges du monde. Hein, la Cahors a de la chance, vous êtes au cœur du calcaire, comme la Bourgogne. Et les roches volcaniques, qui sont très très rares, se vendent aussi bien pour les blancs que les rouges. Et chaque roche a sa composition chimique particulière. Si on prend par exemple les granites du Beaujolais, c'est très intéressant de voir que Morgon sont des granites à manganèse, et on trouve du manganèse dans le vin. D'ailleurs, les vignerons disent le vin Morgonne. Lantigné sont des granites à fluor et barium. On retrouve le fluor et le barium dans le vin. Brouilly sont des andésites à cuivre et zinc. Bon, là, c'est plus compliqué parce que comme nous apportons du cuivre et du zinc par les produits de traitement, on ne sait plus trop si ça vient du sol ou si ça vient des produits de traitement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces éléments, ils vont être rendus assimilables par les microbes. C'est les microbes qui vont prendre les éléments de la roche et qui vont les donner à la vigne. Alors évidemment, l'argument que nous opposent les énologues, c'est oui, mais tous les parfums que nous goûtons dans un vin sont des produits carbonés. Donc des produits qui viennent de la photosynthèse, qui viennent des sucres. Mais il faut savoir que tous ces produits carbonés, tous ces arômes, ils sont synthétisés par quoi? Quelles sont les molécules qui, dans un organisme vivant, synthétisent les arômes? Les enzymes. Or, les enzymes sont toutes des protéines à cofacteurs métalliques. Enzymes à manganèse, enzymes à cobalt, enzymes à zinc, etc. Donc tous les parfums que vous allez obtenir seront faits grâce à ces enzymes. C'est pour ça que les plantes hors sol n'ont strictement aucun goût. C'est que dans du hors-sol, vous n'avez pas ces microbes qui permettent la synthèse de ces enzymes de parfum. Alors vous faites des tomates qui ressemblent à des tomates, mais qui n'ont jamais le goût de tomate. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un enracinement profond, parce que plus vous aurez d'enracinement profond, plus votre vigne sera en contact avec ces microbes, plus elle donnera, comme l'a dit Jacques Puiset, le reflet du terroir. Alors rapidement, comment ça marche un sol? Le sol est le milieu biologique le plus riche de la planète, hein, sur les 3 milieux où vit la vie, l'atmosphère, l'eau et le sol. Le sol contient 80% des êtres vivants de la planète. C'est le sol, le milieu le plus vivant du monde. Il contient 3 types d'organismes, une faune, les racines, hein, il y a beaucoup plus de racines que de parties aériennes, et des microbes. Alors, on va rapidement regarder la faune. La faune se divise en 3 groupes. La faune épigée qui vit à la surface du sol, hein, épi en grec, hein, l'épi du blé au-dessus, et G, la déesse de la terre. La faune endogée, qui elle se nourrit uniquement de racines mortes, qui nettoie les racines mortes dans le sol. Et enfin la faune anécique, les grands vers de terre qui font l'aller-retour entre la surface et le fond. Alors la faune de surface, épigée, son rôle c'est de décomposer tout ce qui va venir de la vigne. Les bois de taille, les feuilles, tout ce que vous allez laisser sur le sol va être attaqué par ces animaux. Alors premier grand groupe, les colamboles, groupe extrêmement varié. Sous-forêt, population 3-4 milliards à l'hectare, vous avez maintenant, hélas, dans les vignes désherbées, on n'en trouve plus du tout. On les a réussi à les faire complètement disparaître. C'est eux qui vont transformer les feuilles en dentelle et qui vont faire, vous voyez, ces feuilles que vous voyez en forêt où il ne reste plus que les nervures. Vous avez ensuite les acariens qui attaquent déjà des choses beaucoup plus costauds. Là aussi, 3-4 milliards à l'hectare. Alors, on n'a plus de spécialistes d'acariens en France. Le dernier est parti à la retraite, le professeur Coineau. Il nous reste encore un spécialiste des colamboles. Au XIXe siècle, il y avait quelqu'un qui était venu étudier les terroirs de Cahors. Il avait été frappé de voir ces collines où les vignerons ne faisaient pas du tout de terrasses et plantaient dans le sens de la pente. Mais il dit, vous êtes complètement fou. À l'Ermitage, on fait des terrasses. En Alsace, on fait des terrasses. Pourquoi vous n'en faites pas? Et le vigneron lui avait dit, nos sols sont tellement aérés qu'il n'y a jamais d'érosion. L'eau rentre dans les sols. Donc c'est important d'avoir une faune pour pouvoir faire rentrer l'eau à l'intérieur du sol. Alors, la vigne, elle va s'adapter au fait que l'humus est fabriqué à la surface du sol. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un double enracinement. Elle va faire un enracinement horizontal qui va se mettre sous la couche d'humus. On peut se demander pourquoi la sélection naturelle a fait que les plantes mettent leurs racines à l'horizontale. C'est qu'au printemps, cet humus va être attaqué par les bactéries qui vont donner du nitrate, du sulfate, du phosphate, qui va être pris par la vigne et qui va repartir dans les parties aériennes. Donc si vous avez un sol qui est vivant, vous n'aurez pas de perte vers les nappes phréatiques, les éléments seront recyclés vers la vigne. Et puis la vigne, elle a un deuxième enracinement fondamental pour le goût du terroir, qui est l'enracinement profond. Là, elle descend très profond. Dans les grands terroirs, la roche est fissurée. Un record à l'heure actuelle, c'est 75 mètres de profondeur. Donc la vigne peut descendre très très bas. Elle descend à peu près à la vitesse d'1 mètre par an. Bon, maintenant, pour vous donner une idée, le vignoble mondial est passé entre la fin du 19e et maintenant de 3,50 m de profondeur d'enracinement à moins de 50 cm à cause du désherbage chimique. On va voir des photos. Quand la vigne arrive en contact avec la roche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attaquer la roche avec des acides organiques et elle va la transformer en argile. Donc vous voyez, le sol étant un complexe argilo-humique, l'humus est formé en surface grâce à la faune et aux champignons. Les argiles sont formées en profondeur grâce aux racines de la vigne.
Et on va voir comment argile et humus font pour se rencontrer. Alors en profondeur, vous avez évidemment des racines qui meurent, de nouvelles racines qui arrivent, et il y a une faune endogée dont le travail va être de nettoyer toutes ces racines mortes. Alors, on retrouve les mêmes espèces que ce qu'on a trouvé en surface. Vous voyez, des colamboles, des acariens. Par exemple, en bas à droite, vous avez un acarien qu'on trouve uniquement dans les crêts de Champagne. Il y a des grandes spécialités par terroir. Il y a des espèces qu'on ne trouve que dans une zone, pas ailleurs. Vous avez des vers très très fins qui nettoient les racines et des animaux de très très petite taille, en particulier en bas à gauche, les protours, qui n'ont été découverts qu'à la fin des années 70, donc qui, eux, mangent les mycéliums, les poils absorbants, etc. Et que va faire cette faune endogée quand vous creusez en profondeur? Vous arrivez au contact de la roche, vous voyez que la roche est tapissée d'excréments de ces animaux. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième horizon organique en profondeur, et c'est celui-là dans lequel la vigne va venir se nourrir et va donner les grands groupes de terroir. Elle va réexploiter toutes ces crottes, tout ce compost, on pourrait dire, de profondeur. Alors vous avez maintenant des vignes qui ont été désherbées chimiquement, où il n'y a absolument plus de faune endogée. Tout est mort, il n'y a plus de crottes, et les racines se baladent dans le ciel. Alors, argile et humus vont se rencontrer comment? Grâce à une troisième faune que vous connaissez bien tous, qui sont les vers de terre, qui eux habitent dans des galeries verticales. Toutes les nuits, ils sortent, ils viennent chercher des bouts de branches, des bouts de bois de taille, des feuilles, ils les emmènent dans leur galerie, ils vident leur intestin pour former un turricule, ils redescendent à l'intérieur, ils vont refaire des crottes et ils vont donc mélanger constamment le sol de profondeur avec le sol de surface. Et on a montré que c'était dans l'intestin des vers de terre que se forme le complexe argilo-humique. Parce que les vers de terre contiennent une glande, la glande de Morène, qui sécrète du calcium, et c'est le calcium qui sert de pont d'attache entre argile et humus. Alors les voilà en train de travailler. Vous voyez, en bas à gauche, on voit bien les galeries verticales de ces animaux. Et puis la main de Lydia qui contient, là, c'est un ver tropical. Vous voyez, les espèces qui font des gros cacas, qui mélangent beaucoup de sols. Et quand on regarde sur les sols de vigne, on voit très très bien les galeries des vers, vous voyez, qui ont rempli de matière organique, qui descendent, qui suivent les racines de la vigne. Alors, deuxième groupe d'organismes qui sont dans les sols, les racines. Et là, l'homme va être absolument responsable du type de racines qu'il va développer dans ses vignes. Vos racines de vigne peuvent être soit superficielles, c'est devenu la majorité des cas dans le monde, soit profondes, c'est ce que les anciens savaient faire, selon plusieurs critères. La façon dont vous allez préparer le sol. Voilà par exemple 2 vignes du même âge. À gauche, le sol a été défoncé par des machines. À droite, le sol a été laissé intact. Qu'est-ce qui se passe dans le sol défoncé? Une fois que vous avez déstructuré un sol avec une machine, il n'y a plus d'oxygène parce que les éléments fins vont descendre dans les zones déstructurées, vont boucher toutes les porosités. Que font les racines de la vigne? Regardez bien, on le voit très bien sur le jeune plant, c'est 2 plants qui ont 3 mois. Les racines remontent. Elles n'ont plus d'oxygène. Elles sont dans un béton. Quand vous passez une grosse machine, vous faites en fait du béton. Vous savez, quand on fait du béton vibré, c'est ce que vous faites avec vos machines quand vous défoncez un terrain. Là, la racine va chercher de l'oxygène et va donc remonter en surface. Vous faites tout sauf un vin de terroir. Vous faites du vin de cépage, mais jamais vin de terroir. À droite, vous avez au contraire un sol qui n'a jamais été défoncé. Même âge, les racines font déjà 90 cm de long en 3 mois. Une racine de vigne, quand elle est dans un terrain non esquinté, c'est 1 cm jour. Selon la façon dont vous allez travailler votre sol. Si vous optez pour le désherbage chimique, donc en haut, vous avez des vignes désherbées chimiquement, vous voyez toutes les racines qui se baladent, sont toutes droites, on dirait un peu comme si on avait tiré des câbles électriques dans la vigne. Vous voyez, elles se promènent en surface. Au contraire, des gens qui travaillent bien, vous voyez, la vigne va descendre, va passer le sol, va même rentrer carrément dans la roche, et c'est ce qu'on veut pour faire des vins de terroir. Alors voilà les vignes modernes. Autrefois, c'était très très dur d'arracher une vigne. Maintenant, c'est extrêmement simple. C'est juste un petit coutre. Elle se soulève toute seule parce que toutes les racines, vous voyez même des racines qui ont des mouvements totalement anormaux. Vous avez maintenant sur les vignes, il n'y a plus de pivot et vous avez les racines qui remontent carrément vers le ciel. Alors c'est pratique parce que par contre, on peut poser les pieds de vigne sur la table. Ils tiennent tout seuls, mais ce n'est pas un développement normal de racines. Regardez, c'est impressionnant, les racines qu'on fait maintenant, c'est quand même... Il y a des soucis à se faire. Les gens vous disent « j'ai un grand terroir ». Bah oui, mais les racines ne vont pas dedans, c'est pas très, très utile. Alors, les herbicides, voilà un cas très intéressant. Les gens qui désherbent uniquement sur le rang. Regardez ce que fait la racine de la vigne. Donc c'est enherbé inter-rang, désherbé sur le rang. Vous voyez, la racine, elle rampe, elle monte vers le ciel, parce qu'elle n'a pas d'oxygène, c'est désherbé, c'est mort. Et dès qu'elle arrive à la zone d'enherbement, regardez ce qu'elle fait, elle plonge immédiatement.
Alors vous pouvez vous dire, oh bah c'est pas grave, puisque de toute façon, ma racine, elle finit quand même par descendre. Oui, mais le gros ennui, c'est que dans cette partie où elle est remontée, elle va subir les montées en température. En été, un sol de vigne, si on prend par exemple en 2003 en France, avec Lydia, on a mesuré des sols qui, sur les 10 premiers centimètres, montaient à 52 degrés. La racine arrête de travailler au-delà de 30 degrés. Donc vous avez une vigne qui est bloquée, vous n'aurez pas de maturité, vous aurez des problèmes de blocage de maturité, alors que nous sommes dans des pays où il y a une pluviométrie normale. Voilà autre exemple de sol désherbé, vous voyez sur le rang, les racines qui remontent et qui viennent, qui ne peuvent pas s'enfoncer à cause du manque d'oxygène. L'irrigation, l'irrigation, elle, vous avez là 2 vignes. Une, c'est la même vigne, avec à droite blocage, le système s'est bouché, il n'y a pas eu d'irrigation. Le système, il s'en est rendu compte après, s'il s'est rendu compte que les raisins étaient meilleurs. Vous voyez, la vigne a des racines qui plongent. À droite, regardez ce que font les racines. Elles montent, puis dès qu'elles arrivent au goutte à goutte, qui est à peu près entre 2 pieds, toutes les racines viennent dans le bulbe se nourrir. Chercher, elles sont comme nous, elles sont paresseuses. Si elles ont de l'eau tout de suite. Donc l'irrigation, c'est de l'anti-terroir. Alors, si vous esquintez trop vos sols, vous arrivez au stade ultime, qui est donc la mortalité. Dans les sols calcaires, on va avoir des racines calcitisées, et dans les sols acides, les racines vont se nécroser avec le manganèse. Alors voilà 2 terroirs de Cahors. Un à gauche, 2e terrasse, à droite, 3e terrasse. Vous voyez la qualité de la 3e terrasse par rapport à la 2e, c'est que la 3e a plus de galets, une densité de galets plus forte, meilleure tortuosité, plus de contact sol-racine, meilleure qualité de terroir. La tortuosité est très importante. Tous les grands terroirs qu'on a étudiés avec Lydia à travers le monde présentent toujours une forte tortuosité des racines. Alors juste pour vous dire que ce n'est pas la peine de vous énerver avec des machines pour casser les sols. Les racines se débrouillent très bien. Regardez, elles savent éclater des cailloux. Vous voyez, ça c'est à Cahors. Vous voyez les 4 photos qu'on a prises là, c'est sur les terroirs de Cahors. Vous voyez que la racine rentre dans les cailloux, elle les éclate. Donc laissez vos bulldozers de côté, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je vais peut-être... non. Alors, voilà une carte géologique de la région de Cahors. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que vous retrouvez exactement comme la Bourgogne. Si vous prenez les cartes de la côte de Bourgogne, vous avez le Jurassique, bajossien, bâtonien, oxfordien, et Cahors, le Chiméridien. Le Chiméridien, c'est le même étage que Chablis. Donc, vous êtes sur des calcaires extrêmement fissurés. Pourquoi les calcaires de Cahors sont fissurés? Parce qu'il y a eu le mouvement tectonique du Massif central. Il n'y aurait pas eu... si vous prenez par exemple la Dordogne, qui a été beaucoup moins fissurée que Cahors, les vins de Dordogne n'ont jamais eu la célébrité des vins de Cahors parce qu'ils sont sur des blocs beaucoup moins fissurés, donc beaucoup de difficultés pour la racine de s'enfoncer à l'intérieur. Alors que si vous regardez, si vous avez l'occasion de... je crois qu'on va faire une promenade en bateau le long du Lot, vous verrez à quel point, quand on passe devant des falaises du Chiméridien lotois, il est incroyablement fissuré, il permet à la racine de descendre très très profondément. Et puis le Lot, il a creusé donc ces bancs calcaires et il a fait des dépôts d'alluvions. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'à l'époque où tout ça s'est passé, le Massif central était beaucoup plus haut. Il charriait des torrents de galets siliceux, qui viennent donc pas du tout du Lot, mais qui viennent du Massif central. Plus une roche est siliceuse, plus elle est dure, plus elle peut voyager longtemps. Un caillou calcaire est très vite usé par le courant, mais la silice se promène. Donc 2 grands types de terroirs sur Cahors. Les terroirs chiméridiens en place sur roches du Jurassique et les terrasses qui proviennent de dépôts de galets siliceux. Ah ben non, on ne l'a pas bien placé la carte, je croyais qu'on arrivait déjà sur... Il y a une petite erreur de... Bon je passe à... Non, ça je vais passer, on ne va pas rentrer dans les mycorhizes. Voilà donc les terroirs, voilà ce que donnent les terrasses. Donc, vous avez... Ah non, pardon, c'est les... Excusez-moi, on commence par le calcaire. 3 types de sols calcaires sur la région de Cahors. Les éboulis, qui sont donc des éboulis cryoclastiques, c'est-à-dire à des périodes de glaciation et déglaciation, des roches qui ont coulé le long des pentes. L'intérêt de ces sols-là, c'est que, comme c'est parcouru de petits cailloux, si on ne les a pas défoncés, évidemment, il ne faut surtout pas y toucher. Laissez les cailloux dans l'ordre, ils ont un sens. Il y a un dessus et un dessous dans un caillou, donc laissez-les tranquilles. Et ça fait des sols qui sont très jolis parce qu'ils ont plein de petits cailloux qui vont retenir la fraîcheur et l'humidité et qui vont donc donner des vins très intéressants. Vous avez ensuite les coteaux, hélas abandonnés majoritairement. La majorité des grands coteaux de Cahors sont à l'heure actuelle abandonnés. Parce que quand on a recréé le vignoble dans les années 70, on avait peur qu'au niveau mécanisation, ce soit compliqué à mettre en valeur. Bon, là, vous êtes sur le coteau, Lydia vous l'a expliqué, c'est ce qui se réchauffe le mieux, c'est ce qui permet les enracinements les plus profonds. Et quand l'orientation est bonne, c'est-à-dire dans la zone est-sud,
vous êtes au top là, au niveau terroir. Et puis enfin, les plateaux. Dans les causses, alors là, il faut faire attention. Il y a des zones de plateau qui ne sont pas intéressantes. C'est toutes les zones où la roche n'est pas correctement fissurée. Les sommets de plateau, en général, sont moins bien fissurés que quand il y a eu des mouvements tectoniques. Les dessus des roches, en général, ont beaucoup moins souffert des mouvements tectoniques que les bas. C'est des problèmes, comme les pressions étaient profondes. Par exemple, en Bourgogne, vous verrez qu'on ne plante jamais de vin. Enfin, ce qu'on appelle l'arrière-côte n'a jamais la qualité de la côte, parce qu'on est sur des roches beaucoup moins bien fissurées que les roches de coteaux. Et les terrasses. Alors les terrasses, là on voit bien, rien que les photos, vous voyez d'en bas, on voit les différences de porosité des sols. Vous voyez les premières terrasses, éléments très fins, très sablo-limoneuses, mauvaise circulation d'eau. On va plutôt faire des vins légers, des vins de cépage, des vins qu'il faudra boire rapidement. Et au contraire, vous voyez sur les terrasses, apparition des galets qui vont permettre justement cette porosité, cette descente de l'eau quand il pleut, donc oxygénation du sol et descente des racines. Alors, on va vous montrer un peu les résultats de ces régions. Donc, on divise, si vous voulez, Cahors en deux grandes zones, les zones calcaires et les zones acides. Si on regarde donc les surfaces internes, qui sont les grandes tiges brunes, vous voyez que les troisièmes terrasses en surface ont des surfaces internes qui montent à peu près à 250 mètres carrés par gramme. Mais on peut remarquer que les plus belles surfaces internes qu'on obtient sur Cahors, c'est quand même les fonds de coteaux. C'est quand même les coteaux qui ont les plus beaux potentiels à grand vin rouge, quand on les étudie au niveau de leurs argiles. Donc vous voyez un peu. Alors si on regarde maintenant les granulométries, on n'a pas à Cahors les granulométries équilibrées de la Bourgogne. On est plutôt dominé par les sables et par les limons. Mais à part les deuxièmes terrasses du fond où il y a beaucoup d'argile, en général, les niveaux d'argile ne sont pas très très élevés, ce qui est bien, ça facilite la circulation de l'eau. Alors, les pH montrent bien la séparation des deux grands groupes, les parties calcaires qui se distinguent, donc les 4 premiers barres brunes qui sont à pH élevé parce qu'on est sur le calcaire, aussi bien en profondeur qu'en surface. Par contre, ce qui est intéressant à Cahors, c'est que vous avez peu de calcaire actif. Enfin, nous, pour le moment, on n'a pas trouvé plus que 15%. Donc, vous pouvez vous permettre d'utiliser des cépages très qualitatifs. Et puis, les terrasses qui, elles, sont à pH inférieur à 7. Donc, on rentre dans un monde complètement différent. Et là, on peut se permettre des porte-greffes très qualitatifs. Pareil, vous voyez l'opposition des taux de calcium entre les coteaux, tout ce qui va être calcaire à Cahors et tout ce qui va être terrasse. On sent qu'on est dans des mondes vraiment complètement différents, dans des types de vins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que disait Jacques Puiset, il faut que vos vins, vous puissiez en buvant à Cahors dire tout de suite, tiens, celui-là il vient d'une terrasse siliceuse, celui-là il vient d'un calcaire, parce que vous avez vraiment, c'est rare, une région qui a comme ça deux origines géologiques aussi opposées, et essayer de les faire ressortir. Donc, je voudrais juste... Donc, alors, on a étudié, vous avez vu, il faudrait peut-être que je revienne. On peut revenir en arrière sur les surfaces internes, non? On va essayer. Si, on peut, oui. Si vous regardez, vous avez quand même pas mal de sol, vous voyez, dans les éboulis, dans les coteaux. On voit des surfaces internes qui sont inférieures à 200 mètres carrés. Là, je pense que ça mériterait une étude un peu fine. Vous avez des très, très grands terroirs à blanc sur Cahors, comme la Bourgogne. On retrouve des choses qui sont tout à fait similaires à la Bourgogne. Et quand on lit la littérature ancienne, on parle des très grands blancs de Cahors. Et Cahors les a gommés, les a pas mis dans son AOC. Je pense que là, il y a un vrai travail pour le futur à faire. Vous pouvez, dans cette région, faire à la fois des très grands blancs et des très grands rouges. Et je crois que c'est dommage que cette appellation se soit un peu exclue, les vins blancs, alors que vous avez un potentiel pédologique qui, d'ailleurs on le sait, enfin le premier domaine qu'on a installé, le domaine de M. Belmont à Goujounacq, fait des blancs, enfin s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de le goûter, on voit qu'il y a quand même un potentiel blanc assez remarquable sur cette région, et je pense que ça mérite sérieusement d'être développé. Et là, il y a une vraie réflexion à faire. Quels étaient les cépages blancs anciens de la région de Cahors? Donc là, il y a un travail, je pense, de recherche un peu historique à faire, et bien délimité, parce que comme disait Lydia, on peut faire un grand blanc sur un sol à rouge, vous ne ferez jamais un grand rouge sur un sol à blanc, donc faites attention, vous ne trompez pas, on le paye après toute sa vie. On se retrouve avec des vins qui ne sont jamais très satisfaisants, qui ne sont pas terribles, et puis quand on étudie de près, on se rend compte que la personne a mis un cépage rouge alors que c'est des sols à blanc, ce qui est un peu dommage, parce que quand on peut faire un grand blanc, c'est recherché, autant les faire. Je te laisse le mot de la fin? Non? Donc voilà, l'hétérogénéité de ces terroirs demande à réfléchir sur les densités de plantation. C'est vrai que nous, on a été assez choqués quand on est venu dans cette région de voir qu'on utilisait les mêmes densités de plantation sur les premières terrasses que sur les plateaux. Pour nous, c'est une
Il n'y a absolument pas d'adéquation. On voit qu'il n'y a pas une réflexion sur quelle densité j'adopte sur le coteau, qu'est-ce que j'adopte sur le plateau, qu'est-ce que j'adopte comme densité sur les terrasses. La taille, une homogénéité de la taille partout, ça paraît très étrange. Vous avez des sols quand même qui varient, enfin quand on les a étudiés, qui vont de 2 mètres de fond à 10 cm. On ne taille pas pareil une vigne quand on a 10 cm de sol que quand on a 2 mètres de fond. Et puis les porte-greffes, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire sur les porte-greffes dans votre région, parce que vous avez un potentiel superbe et il mérite vraiment qu'on s'en occupe, je dirais, de façon plus précise. La science nous apporte quand même beaucoup de connaissances et on peut profiter et en particulier peut-être revaloriser ces coteaux qu'on a laissés. Alors nous, on se lance dans une expérience complètement folle, donc on replante un coteau. On va voir ce que ça va donner. On vous donnera des résultats d'ici 10 ans. Donc, faut pas être pressé avec le vin. Mais voilà, on est en train de faire des essais de porte-greffe, des essais puisqu'on a sur ces coteaux, on a des sols à blanc et des sols à rouge. Donc, on va essayer les deux. Et puis, on va voir. Donc, Michel Béthane va nous aider pour les assemblages. Et puis, on va voir si ça correspond, si ce que nous avons trouvé sur ces sols de Cahors, on peut les transmettre au niveau des vins. Je voudrais juste vous lire, pour terminer, 2 textes qui montrent comment une époque peut évoluer dans le temps. Regardez ce que Jules Guyot disait des coteaux de Cahors au XIXe siècle. Et puis après, je vais vous lire ce que disait Baudel en 1970. Vous allez voir comment, en 130 ans, on peut évoluer complètement. Voilà ce que dit Guyot, en parlant de ces fameux coteaux, de ces pentes. Dans tous les cas, l'épaisseur du sol à remuer ne paraît guère avoir plus de 10 à 20 cm d'épaisseur sur la plupart des rampes rapides des montagnes. La couleur des terres arables varie du gris au rouge. Quoi qu'il en soit, jamais je n'ai vu de vignoble plus pittoresque, plus régulier et mieux tenu que ceux du Lot. J'essaie de donner une idée de leur aspect d'ensemble par la figure et ils montrent ces coteaux couverts de vignes pour bien comprendre l'effet extraordinaire de cet aspect au mois de mars. Il faut se figurer les points noirs des lignes de vignes se détachant en vigueur sur le sol jaune et rouge des coteaux qui semblent ainsi revêtus d'une brillante étoffe sous-tachée. Et puis voilà ce que dit Baudel sur ces mêmes coteaux. Entre le plateau du Causse et les terrasses de la vallée qui portaient les fameux 40 000 hectares du 19e, il y avait les transitions abruptes dont il faut constater qu'elles étaient aussi couvertes de vignes et qu'elles ne le sont plus. Pourquoi ? Parce qu'avant le phylloxéra, notre vigne poussait sur ses propres racines, ce qui permettait sa multiplication par marcotage, procédé qui consiste à enfouir un sarment dans le sol. Donc il explique que ce serait à cause du marcotage. Ainsi, comme l'avait décrit Clément Marot, le docteur Guyot et d'autres observateurs, nos flancs de montagne étaient couverts d'un tapis continu de pampres. Cette viticulture n'était donc possible que grâce à l'absence de maladies. Et donc il met sur ces 40 000 hectares, quelle surface représentait ce vignoble escarpé? Si l'on se calque sur les géomètres, la superficie d'un terrain et celle de sa projection sur un plan horizontal, arrêtons-nous à 1% comme évaluation de cet ex-vignoble escarpé, étant évident qu'il ne couvrait pas les pentes nord. Aujourd'hui, il faut faire son deuil de la reconquête des pentes abruptes, mais les moyens mécaniques modernes peuvent permettre sur certains sites la création de terrasses comme vient de le faire le château de Caïx. Donc vous voyez, l'approche du XXe siècle, c'est de dire qu'on ne peut pas les remettre en valeur. Et nous, on est complètement fous, donc on a décidé de voir si on ne pouvait pas les remettre en valeur. Voilà, on vous remercie pour votre attention.